Quand il n'y a plus d'argent public, quand les banques centrales et leurs planches à billets n'arrivent plus à redonner confiance au marché, il n'y a plus qu'une solution pour renflouer un système financier en faillite. Piochez directement l'argent de vos comptes bancaires. C'est trop gros, ils n'iront jamais jusque-là. Arrêtez de faire peur aux gens, me diront certains. Rassurez-vous, les responsables politiques et les grands banquiers parlent seulement de mettre en place un mécanisme de résolution bancaire. Que ce soit la réforme bancaire de Pierre Moscovici discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat, la loi Dodd-Frank adoptée aux États-Unis le 21 juillet 2010, le projet de directive Barnier de l'Union européenne et les discussions en cours à la Commission et au Parlement européen, le principe est le même. Si une banque menace de faire faillite, il s'agit d'utiliser les ressources venant de l'intérieur de la banque pour la renflouer. C'est le bail-in, par opposition au bail-out, le renflouement par les États. Ainsi, les actionnaires, et ceux qui détiennent les obligations de la banque, puis ceux qui ont des dépôts non garantis, les dépôts au-delà de 100 000 euros, seront mis à contribution. Mais rassurez-vous, le Parlement européen est formel. Les contribuables et les épargnants ne seront mis à contribution qu'en dernier ressort. C'est une grande avancée, non? Plutôt que de faire appel aux fonds publics, ce sont les actionnaires et les riches qui vont payer, comme à Chypre. Voilà de quoi convaincre nos députés de légaliser ce mécanisme de résolution, même s'ils ne voient pas le plus important. Il y a bien un prix à payer. On peut penser que seuls les riches ont plus de 100 000 euros sur leur compte. Demandez-vous, à combien s'élèvent les comptes d'une PME? À combien s'élève l'épargne de toute une vie pour les classes moyennes? Que deviendront les produits d'épargne non garantis, comme les SICAV, les fonds communs de placement? Ils pourront aussi être saisis, peu importe les montants placés dessus. Mais surtout, accepter la logique du bail-in, c'est faire exploser l'un des piliers de notre Constitution. Le droit à la propriété et le droit à jouir du fruit de son travail. Voilà pourquoi ce modèle de résolution bancaire ne fera que détruire le peu de confiance qui fait encore tenir le système européen. Jusqu'à présent, même si vous déposez votre argent sur un compte bancaire, il reste votre propriété. Or, avec le mécanisme de résolution bancaire, vos dépôts, peu importe la somme, seront considérés comme des sortes de prêts que vous faites à la banque. Vous devenez donc, vous aussi, un de ses créanciers. Mais l'on peut se dire, au moins, les petits dépôts sont garantis par le Fonds de garantie des dépôts. Sur le papier, oui. Dans la réalité, en France, ce fonds est doté de 2 milliards d'euros, pour couvrir 1776 milliards d'euros de dépôts. Mais en plus, la loi de Moscovici, comme la loi Dodd-Frank aux États-Unis, prévoit de le fusionner avec le Fonds de résolution bancaire, c'est-à-dire que ces 2 milliards pourront aussi servir à sauver la banque. Vous l'aurez donc compris, ce mécanisme de résolution ouvre implicitement la porte au pillage massif des dépôts bancaires. Il a d'ailleurs déjà commencé en Europe, avec la complicité de nos hommes politiques. À Chypre, c'est le modèle du bail-in qui a été appliqué pour mettre en faillite la deuxième banque du pays, Laiki, et redresser la première banque, Bank of Cyprus. La Troïka était prête à ponctionner tous les dépôts, c'est-à-dire même ceux inférieurs à 100 000 euros. Mais suite au refus du Parlement chypriote, elle a dû se contenter des dépôts non garantis. Le résultat reste extrêmement destructeur. Un rapport du FMI révèle que ce bail-in a balayé 70% du marché des dépôts. Les oligarques russes, dont la presse a tellement parlé, ont été prévenus et la plupart avaient retiré leur argent à temps. Mais ce sont les citoyens et les entreprises chypriotes qui ont été le plus durement touchés. Épiceries, supermarchés, restaurants, entreprises du bâtiment mettent la clé sous la porte ou licencient. Un article du Figaro mentionne par exemple le cas de Karalambos. Voici ce que dit cet éleveur de brebis. Avec une association de 239 éleveurs, nous avions placé 7 millions d'euros à la Laiki. Nous avons tout perdu. En Espagne, la fraude des preferentes a déjà dépossédé plus d'1 million de familles. En décembre 2010,
la banque espagnole Bankia est formée par la fusion de 7 caisses d'épargne régionales plombées par la crise immobilière. La Troïka oblige alors les banques espagnoles à convertir une partie des dépôts qui leur avaient été confiés en actions, pour accroître leur capital et donner l'impression qu'elles pourraient passer les stress tests. En juillet 2011, 200 épargnants de Bankia sont donc poussés à convertir leur épargne en preferentes, vendue comme un placement sûr. Le 11 mai 2012, la Troïka ordonne une coupe de 38% dans la valeur de ces actions et suspend leur cours sur les marchés pour une durée d'1 an. Lorsque les détenteurs institutionnels sont autorisés à revendre leurs actions le 21 mai 2013, le cours est de 1,35 €, celui promis par les autorités. Mais quand les détenteurs individuels, eux, ont le droit de vendre leurs actions une semaine plus tard, le prix s'est effondré à 0,57 €. Au total, depuis juillet 2011, ce sont 11,5 milliards d'euros d'épargne qui ont été spoliés de cette manière pour recapitaliser la banque, soit 57 500 € en moyenne par personne, sans compter le million d'épargnants d'autres banques, victimes de la même fraude. Depuis la crise des subprimes, les mégabanques européennes et américaines ont continué à gonfler la plus grande bulle spéculative de l'histoire. Selon diverses estimations, l'ensemble des montants pariés dans la finance internationale s'élèverait à 1 600 000 milliards de dollars. En comparaison, le PIB mondial est d'environ 70 000 milliards. La Banque des règlements internationaux comptabilise en particulier 700 000 milliards de dollars de produits dérivés. Ces produits, conçus à l'origine comme une sorte d'assurance, ont été transformés par les financiers en outils de spéculation, qui permettent de parier sur tout et n'importe quoi. Le prix d'une marchandise, le cours d'une action, le taux de change entre deux monnaies, un indice financier, les taux d'intérêt, l'arrivée d'une catastrophe naturelle. À l'arrivée, l'on peut gagner ou perdre plusieurs fois sa mise. Pour se couvrir du risque de perte, il faut donc créer de nouveaux produits dérivés, dépendant des premiers, et ainsi de suite. Savez-vous ce que l'on chuchote dans le monde de la finance ? Les produits dérivés, ça ne vaudrait rien en fait. Mais chut. Le casse-tête des protecteurs de la City et Wall Street, ce sont les 28 banques systémiques. Ces mastodontes, trop gros pour couler, se sont tellement endettés pour spéculer et se gorger de produits dérivés, qu'à la moindre secousse financière, ils risquent de déclencher la faillite en cascade de tout le système financier. Comme l'argent injecté par les banques centrales et les gouvernements ne suffit pas à les maintenir à flot, le mécanisme de résolution prévoit une banqueroute organisée. S'il est prêt à toucher aux dépôts pour redresser les banques, le Parlement européen prévoit par contre d'exclure la plupart des produits financiers à haut risque de la procédure de liquidation, notamment les fameux produits dérivés. Le lobbying de l'International Swaps and Derivatives Association y serait-il pour quelque chose ? Cette association, qui représente les intérêts des détenteurs de produits dérivés, a déjà convaincu le Congrès américain de voter une loi pour préserver ces produits financiers de la résolution bancaire. Vous l'aurez encore compris, derrière la résolution bancaire, c'est le sacrifice des dépôts et des fonctions bancaires vitales à la population pour préserver la mainmise de la finance de marché sur l'économie et la société. Quoi de nouveau par rapport au renflouement public fait dans l'urgence lors de la crise de 2008 ? Eh bien maintenant, on met en place un système de pillage massif, planifié, organisé et contrôlé par une poignée d'experts financiers qui n'auront aucun compte à rendre aux citoyens. Mais qui peut oser aller jusque-là ? La complicité de nos responsables politiques est une grave trahison. Mais ce ne sont pas eux qui ont conçu ce modèle de résolution bancaire. Les textes de loi discutés dans les différents parlements ne sont que des émanations du projet élaboré par le Conseil de stabilité financière. C'est en 2009, lors du G20 de Londres, que cette institution financière internationale a été créée. Pour le présider, on choisit Mario Draghi, ancien patron de Goldman Sachs Europe et désormais président de la Banque centrale européenne. Son équipe se met alors à travailler sur la mise en place d'un régime international de résolution bancaire.
L'idée est simple. Mettre les systèmes bancaires de tous les pays sous l'autorité d'une entité supranationale composée de techniciens de la finance, c'est-à-dire le Conseil de stabilité financière lui-même. Il coordonnerait les organismes nationaux, composés eux aussi de techniciens, et capables d'intervenir très vite pour appliquer le bail-in aux banques en faillite. Ils court-circuiteront donc les délibérations politiques, et ce sera eux qui décideront qui devra payer à la place de la banque pour garantir la stabilité financière internationale. Mais dans la pratique, le Conseil de stabilité financière n'est qu'une annexe de la Banque des règlements internationaux. Cette banque privée, qui se définit comme la banque centrale des banques centrales, a un passé plutôt trouble. Elle a été créée en 1930 à l'initiative de Hjalmar Schacht et Montagu Norman. Hjalmar Schacht est le président de la Banque nationale allemande depuis 1923 et sera ministre de l'économie de Hitler. Montagu Norman, membre du conseil privé de la reine d'Angleterre, organisera le financement du parti d'Hitler par la Banque d'Angleterre, qu'il préside. Leur but, en créant la BRI, retirer les négociations sur les réparations de guerre de l'Allemagne des mains des politiques et les confier à un organisme d'experts qui disposerait d'un statut d'immunité totale et qui serait hors d'atteinte de tout contrôle parlementaire. La Banque des règlements internationaux coordonne donc la mise en place du plan Young en Allemagne, qui est un véritable bail-in national où la quasi-totalité des avoirs allemands sont hypothéqués pour payer la dette. Le plan Young échoue rapidement, une partie des dettes étant effacée en 1931 et 1932. Mais entre-temps, de nombreux Allemands, plongés dans la misère et répugnés d'être traités ainsi, se précipitent dans les bras du Parti national-socialiste. Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, la Banque des règlements internationaux cessera d'organiser les rencontres entre banquiers centraux. Mais elle continuera, au nom de la stabilité financière, à faciliter des transactions de très haut niveau, y compris entre les Alliés et les pays fascistes. À l'image de son concepteur Hjalmar Schacht, que la Banque des règlements internationaux exhibe fièrement sur une de ses brochures publiées en 2007, de nombreux supporters du régime hitlérien se succéderont à sa tête. Walter Funk, Emil Pohl, Hermann Schmidt, Kurt von Schröder. Alors, accepterez-vous que nos responsables politiques viennent bientôt nous dire, la larme à l'œil ? « Ah oui, nous sommes désolés. Mais sachez que votre épargne a été mobilisée pour garantir la stabilité du système bancaire international. En ces temps difficiles, il n'y a pas d'autre choix. Nous avons tous besoin des banques, non ? » En réalité, comme dans les années 30, il y a bien une alternative. La loi Glass-Steagall que Roosevelt avait mise en place en 1932, c'est aussi une faillite organisée. Mais elle est guidée par un principe. Sauver et développer le travail humain, en annihilant le pouvoir de l'oligarchie financière et en annihilant sa créature, c'est-à-dire le capital fictif. Pour cela, il faut une séparation stricte entre d'un côté les banques de dépôt et de crédit, qui seront protégées par l'État, et de l'autre les banques d'affaires et de marché, qu'on laissera couler dans l'indifférence générale. C'est la bataille que nous menons au niveau international. Aux États-Unis, la mobilisation de nos alliés du mouvement politique de Lyndon LaRouche commence à porter ses fruits. 63 parlementaires soutiennent la proposition de loi HR 129 visant à rétablir le Glass-Steagall de Roosevelt. Au Sénat, c'est le texte équivalent, SB 985, qui vient d'être introduit. En France, aucun parlementaire n'a osé pour l'instant s'emparer de notre proposition de loi pour la séparation stricte des banques. Vous me direz, pas étonnant, ils sont tous corrompus. Eh bien, raison de plus pour quitter votre ordinateur. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action.